Voilà, donc bienvenue à ce 29e Café Génial. C'est le dernier de l'année 2023. Le programme 2024 est en finalisation, hein, suite à notre rencontre annuelle donc il y a quelques semaines. Nous sommes en train de le finaliser. On vous l'enverra d'ici peu, la courant des vacances début janvier. Aujourd'hui, on est sur le thème comment gérer la superposition de statuts sur mon territoire, sur Julie Bertrand de l'ADENA, donc qui va nous présenter le cas du site du Bagnas. Et on espère Flora Derriot, qui a quelques soucis de connexion, donc du syndicat mixte Canigou Grand Site, pour le cas du grand site de France massif du Canigou. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser le chat pour interagir et partager des ressources sur le sujet si vous en avez. N'hésitez pas à garder votre caméra allumée, on n'est pas très nombreux, c'est toujours plus sympathique. Et le webinaire, donc je vous l'ai dit, est enregistré, sera mis en ligne sur le site de l'ARB et sur notre chaîne YouTube. Voilà. Donc, je vous propose qu'on fasse un petit tour d'écran rapide. Nom, prénom, structure et pourquoi vous êtes intéressé en fait par cette thématique, hein, quel est le cas chez vous. Et pour cela, je vais départager mon écran afin qu'on se voit un petit peu mieux. Voilà, et je vais passer la parole pour commencer à Nina. Tu es la première sur mon écran, ça tombe sur toi. C'est parti. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Super. Oui, ok. Donc, je m'appelle Nina Combet, je travaille à l'association Copage en Lozère. On est du coup en charge de plusieurs sites Natura 2000 et on a des sites qui sont à cheval sur un futur grand site de France, également le parc national des Cévennes. Enfin voilà, tout se superpose et c'est pas forcément évident d'expliquer et de gérer ça au quotidien. Donc, c'est pour ça que je me suis inscrite à ce café. Eh bien, c'est parfait. Merci Nina. Elsa? Bonjour. Donc moi je suis chargée de mission sur le site Natura 2000 en Nouvelle-Aquitaine, mais comme j'ai un site Natura 2000 qui est à cheval en Occitanie, c'est pour ça que je suis présente pour quelques cafés géniaux. Et donc en Nouvelle-Aquitaine, nous avons un site Natura 2000 qui se superpose avec une réserve naturelle nationale. Donc je trouvais intéressant de voir un petit peu les échanges par rapport à ces superpositions d'espaces naturels préservés et sensibles. Merci Elsa. Christelle? Oui, bonjour. Donc, moi, Christelle, je suis Christelle Pinault. Je suis donc arrivée il y a assez peu de temps au Conservatoire botanique des Pyrénées-Midi-Pyrénées. Et à ce titre-là, eh bien, et pour élargir ma vision des différents acteurs, justement, entre parcs nationaux, espaces naturels, etc., j'ai besoin de comprendre comment tout ça peut s'agencer, les prérogatives de chacun, jusqu'où on peut aller, comment on peut collaborer, etc. Donc, ça m'intéresse évidemment. Merci. Super, bienvenue Christelle. Effectivement, oui, je suis Merci. inscrit depuis Mmh. peu dans le réseau. Merci. François-Xavier? Bonjour, François-Xavier Coinet, je suis le responsable du service biodiversité dans un établissement public territorial de bassin, l'institution Adour. On est propriétaire d'un site naturel dans la vallée de l'Adour qui touche au département Gers, Haute-Pyrénées principalement. Et donc c'est un site naturel propriété de l'institution, pas de statut particulier en soi, mais il était inscrit dans le périmètre d'un site Natura 2000 dont nous avions été, nous, les animateurs, avant de laisser cela à un syndicat mixte local. C'est un espace naturel sensible du département du Gers. Il y a des réflexions soulevées par quelques acteurs sur une perspective de quelque chose de plus large, peut-être un parc naturel régional à horizon moyen quand même. Voilà, donc je suis là plus par curiosité positive, mais venir tendre l'oreille sur ce qui se passe par ailleurs. Merci. Sujet. Ça marche. Merci François-Xavier. Isabelle? Oui, bonjour, moi je suis Isabelle Mandon, je travaille à l'Adréal, je suis chargée de mission air protégé et restauration écologique. Et donc, je viens écouter un peu ce qui se passe sur les aires protégées et sur les plans gestion, voir pour me familiariser avec justement même si j'ai travaillé sur Natura 2000, donc je vois un peu ce que c'est, mais pour me tenir au courant.
Super. Merci Isabelle. Et Nadine? Oui, bonjour, Nadine Sauter. Vous m'entendez? Oui, Nadine Sauter du Conservatoire botanique. Je suis chargée de conservation au conservatoire et animatrice d'un programme Roca Nature. Et à ce titre, en fait, à ces titres, j'interviens régulièrement auprès de gestionnaires d'espaces naturels, de collectivités, de services de l'État, notamment en appui technique. Donc voilà, ce sujet m'intéressait par rapport à ça, pour savoir voilà comment cela, pour avoir des retours d'expérience et voilà. Oui, excusez-moi. Donc, du coup, je viens d'avoir Flora qui va nous rejoindre, qui a eu pas d'internet au bureau, en fait. Donc, qui vient de rentrer chez elle pour pouvoir être avec nous et qui va donc essayer de se connecter. Voilà. En attendant, Julie, je vais te laisser te présenter en même temps que tu partages ton écran pour la première présentation, du coup. Super. Donc, moi, je suis Julie Bertrand. Je suis directrice de l'ADENA, qui est une association agatoise dans l'Hérault qui gère notamment donc la réserve naturelle nationale du Bagnas. Après, on est une association de préservation et de sensibilisation à la nature. Et on peut aussi porter des projets à différentes échelles, notamment régionaux. Et donc là, je vais vous témoigner donc un retour d'expérience qui, j'espère, pourra vous servir un petit peu sur vos cas. Chaque cas est différent dans le territoire, mais voilà, on a pas mal travaillé sur ce sujet-là. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Je vais essayer de vous mettre en pleine en diapo. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon Parfait. écran? C'est bon? Voilà. Donc, je vais rapidement vous présenter un petit peu quelques éléments sur le Bagnas, pour que vous voyez de quoi on parle, comment on a un peu amené le sujet dans notre nouvelle démarche donc d'élaboration d'un plan de gestion unique qui regroupe l'ensemble des statuts de protection du site, et puis un petit peu les perspectives aujourd'hui par rapport à ce sujet. Donc, quelques éléments sur le site. Donc, nous, on est effectivement un site à multiples statuts de protection. Donc, on est avant tout réserve naturelle nationale. Cette année, c'est 40 ans de la réserve. Donc, avec une protection réglementaire. C'est les limites en rouge sur la cartographie. Dans les années 2000, le Conservatoire du littoral a acquis la totalité de la réserve, même un peu plus largement, sur 670 hectares, 75 hectares. Donc, on a aussi une protection donc, foncière sur le site. Et se cumule à ça une protection donc, contractuelle. On est également classé au titre des 2 directives Natura 2000 sur 681 hectares. Donc, on a à peu près 3 périmètres qui se superposent, quasiment en totalité, pas non plus complètement. Vous voyez qu'il y a des petites nuances, mais qui restent à la marge. On a aussi une logique zone humide, parce qu'on est classé zone humide. Donc, vous voyez le périmètre assuré de la zone humide. Et on est aussi classé la partie nord de l'étang du Bagnas, ça s'appelle le Grand Bagnas, est classé masse d'eau directive cadre sur l'eau. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de superpositions à prendre en compte dans nos réflexions et notre manière de gérer le site. Donc, globalement, si je cumule l'ensemble de ces statuts, on protège 743 hectares et on a, nous, en tant qu'association, différentes conventions de gestion avec l'ADREAL pour la réserve, avec le Conservatoire du littoral pour le terrain conservatoire du littoral. Et puis, depuis début de cette année, j'en reparlerai, mais donc avec l'agglomération Hérault-Méditerranée pour Natura 2000 depuis qu'il y a eu la prise de compétence par la région, mais j'y reviendrai en fin d'intervention. Ça nous concerne moins, mais ça vous met quand même un peu le contexte global du site. Une des particularités aussi de la réserve du Bagnas, c'est son contexte urbain et touristique très marqué. On se situe donc en bordure littorale, enclavé entre le Cap d'Agde, son village naturiste, et Marseille en plage, traversé par une ligne de chemin de fer, le canal du Midi et une départementale. Donc voilà, un contexte quand même urbain très marqué, des problématiques de surfréquentation
du cordon dunaire. Donc, un contexte donc à la fois urbain, hein, mais touristique aussi, hein, avec l'afflux massif de touristes en été. Et puis, pour finir un peu le cadre un peu particulier du site, marqué aussi par une mobilisation citoyenne historique, qui a aussi engendre un peu la manière dont aujourd'hui on a construit notre plan de gestion. Juste donc pour faire un petit saut de côté, il y a plus de 40 ans, on sort de la mission Racine, de l'urbanisation du littoral, le Cap d'Agde vient de sortir, la Grande Motte, on est dans cette période-là. Et en fait, il y a un projet de parc d'attraction sur l'espace de la réserve du Bagnas, enfin, l'espace du Bagnas qui était à l'époque pas classé réserve. Et donc, il y a eu une véritable mobilisation citoyenne pour préserver cet espace, des pétitions. Il y a eu 10 ans de combats citoyens qui a abouti à la protection du site. Donc, les citoyens se sont battus pour préserver un espace, on regarde ces enjeux notamment avifaunistiques. Et puis, globalement, on l'a fermé au public dans un premier temps. Donc, il y a eu aussi un petit sujet d'acceptation locale de l'espace, hein, vu que, voilà, pour le passé explique aujourd'hui la situation dans laquelle on est, de travailler beaucoup sur cette acceptation locale aussi du site auprès de la population. J'en retoucherai très rapidement un petit mot. Voilà. Et donc, l'ADENA gère depuis plus de 40 ans ce site avec donc ses partenaires historiques. Je viens d'en parler. Donc, nous, quand on s'est posé un peu comment on a amené cette question-là, on a posé un petit peu ce constat-là. Donc, un site aux multiples statuts de protection, réserve, conservatoire, Natura 2000, zone humide, masse d'eau classée DCE, dans un contexte urbain et touristique important, protégé donc depuis un temps relativement long, hein, avec un passé quand même marqué. Et donc, le document de gestion qu'on a élaboré, on a essayé de le construire avec un peu cette ligne, cette question de manière sous-jacente qui nous a guidés dans la méthodologie qu'on a mis en place. On s'est posé la question de comment concilier et construire un document de gestion unique, répondant donc aux différents statuts de protection du site, tout en s'inscrivant dans une démarche concertée localement. Voilà comment on travaille aussi avec la population et les acteurs locaux. Moi, je vais axer beaucoup, évidemment, ma présentation sur le sujet de la multitude des statuts de protection, vu que c'est le sujet d'aujourd'hui. Quand même encore une diapo qui... Ah oui, non. Donc, en fait, la première étape a été de pas mal engager un langage commun, parce que quand on parle de plusieurs statuts de protection, derrière, il y a plusieurs institutions qui n'ont pas forcément le même angle d'approche, la même manière d'aborder le sujet de la gestion. Hein. Si on prend l'agence de l'eau, il y a évidemment plutôt une approche bassin versant, approche qualité, quantité de l'eau, plus que biodiversité, avec cette notion d'espace de bon fonctionnement. L'État, l'ADREAL, hein, qui est notre tutelle historique, avec plutôt une exigence scientifique, un volet réglementaire, une entrée aussi de biodiversité. Des DTM, donc avant la prise de compétence par la région de Natura, avec l'entrée, évidemment, spécificité, espèces et habitats d'intérêt communautaire. Et puis le Conservatoire du littoral, qui eux aussi ont une entrée relativement forte sur le volet paysager. Voilà, donc comment faire dialoguer l'ensemble de ces institutions pour arriver à un document unique. Et donc nous, voilà, il y avait un peu des questions, des équilibres à trouver dans la définition des enjeux, des actions du plan de gestion. Est-ce qu'on parle plutôt de protection d'espèces patrimoniales ou de fonctionnalité de milieu? Est-ce qu'on gère les niveaux d'eau, hein, parce que, alors, je ne vous ai pas présenté le Bagnas en termes de type de milieu. Donc nous, on part du cordon littoral avec, on remonte sur des lagunes temporaires et des prairies. Et puis sur la partie nord, on a 300 hectares de lagunes d'eau saumâtre dont on gère notamment les niveaux d'eau. Voilà. Avec donc une roselière assez conséquente sur le littoral. Donc voilà, est-ce qu'on gère les niveaux d'eau en faveur des espèces et ou de la préservation de la ressource en eau? Et parfois les enjeux sont contradictoires. Puis il y avait aussi ce sujet de faut-il tout gérer et être très interventionniste ou tendre vers un fonctionnement naturel. C'est un peu toutes ces questions qu'on s'est amené à se poser dans le cadre de ce travail. Là, en juste une diapo, un peu la démarche de construction du plan de gestion, même si on va pas pouvoir tout traiter ce matin.
Des outils, comme je vous dis, le sujet de la gouvernance, de la concertation a été très prégnant dans l'élaboration et les questions qu'on s'est posées. Je ne vais pas y revenir, mais vous comprenez que le passé du site m'a amené à beaucoup me questionner sur ces sujets d'ancrage territorial. C'est un sujet qui a déjà été largement abordé dans les cafés géniaux, mais donc on s'est attelé, nous, à un diagnostic d'ancrage lors de la révision de notre plan de gestion. On a créé une commission scientifique, on a créé une commission usagée. Donc tout ce sujet a été très prégnant dans l'élaboration de notre plan de gestion. Alors, quelle méthodologie utiliser? La méthodologie des DOCOB, la méthodologie d'élaboration des plans de gestion du conservatoire, voilà, que utiliser? On s'est accordé quand même pour utiliser voilà, la méthodologie CT88, donc de Réserve naturelle de France, qui va plutôt donc sur l'élaboration des réserves naturelles, qui est quand même le statut le plus réglementaire, le plus contraignant. Donc, c'était plus facile de partir sur cet angle-là et raccrocher les autres statuts derrière que partir sur un autre modèle de méthodologie. Donc, on s'est vraiment engouffré dans le CT88, qu'on a quand même croisé avec la méthodologie un peu des espaces de bon fonctionnement, cette logique bassin versant qu'amène l'agence de l'eau. Voilà, donc c'est un peu, vous verrez ensuite un peu comment le document est structuré, mais c'est un peu au croisement de ces deux méthodologies qu'on a construit notre document. Voilà au niveau des outils, au niveau des enjeux. En fait, on a vraiment là tourné notre manière de travailler jusqu'à ce nouveau document. On était très orienté espèces. Le site avait été créé dans les années 1980, donc pour une protection avifaune, donc on était très tourné protection oiseaux. Et donc là, on a vraiment changé d'angle de travail, j'ai envie de dire. Et on a construit les enjeux de notre plan de gestion sur la base de la fonctionnalité des milieux, en se disant que la présence d'habitats fonctionnels, derrière, pouvait répondre à rendre était favorable à la faune et à la flore inféodée et également à la qualité de l'eau. Et c'est cette base de travail d'habitat fonctionnel qui nous a vraiment permis de créer des ponts entre tous les statuts de protection, en fait. Et on a réussi à raccorder derrière cette entrée l'ensemble des statuts. Et au final, la faune et la flore est plutôt ressortie comme des indicateurs de bon état de fonctionnement de mon habitat, mais n'est pas un enjeu. Alors, si, je ne vais pas rentrer dans le détail de notre plan de gestion, mais il y a quand même, on conserve dans une partie de notre plan de gestion toute l'entrée notamment des habitats et des espèces d'intérêt communautaire, etc. Mais globalement, les enjeux qui ressortent de notre plan de gestion sont construits par rapport à une priorisation d'habitat, de milieu, et les espèces sont plutôt vues comme des indicateurs à suivre pour répondre à la fonctionnalité de l'habitat ou du milieu. Voilà, donc c'est le parti pris qui a été pris et qui a permis de répondre à l'ensemble des statuts de protection. Et donc, on a pu se projeter ainsi sur un document de gestion unique qui conciliait donc à la fois la préservation des habitats et des espèces, qui essayait donc de préserver aussi l'entrée qualitative, quantitative de la masse d'eau, notamment donc du Grand Bagnas, la partie nord du site, et aussi donc avec cet enjeu majeur pour nous d'ancrage territorial du site. Et vous allez voir, on s'est positionné à deux échelles, donc à l'échelle du site du Bagnas et à l'échelle du bassin versant, donc l'espace de bon fonctionnement de la zone humide. Je déroule tout, on prend les questions à la fin. Ok. Bon, voilà, cette notion de légitimité territoriale qui nous a un peu guidé en fil rouge tout au long de notre méthodologie. Alors, quels moyens on a mis en œuvre pour travailler sur tous ces axes? C'est une démarche qu'on a portée sur 2 ans, en 2018-2019. Notre plan de gestion a été validé début 2020 par l'ensemble des institutions. On a vraiment eu une équipe dédiée. Ça, c'est important de le souligner parce qu'on n'aurait pas... donc aujourd'hui, je suis directrice. À l'époque, j'étais conservatrice. On avait également dans l'équipe donc un chargé d'études. Mais c'est vrai qu'on a pu bénéficier, en plus donc, des postes de conservateurs chargés d'études, financés par la dotation réserve naturelle, d'un CDD de 18 mois dédié. Et ça nous a évidemment... on n'aurait pas du tout pu, avec l'équipe en place,
aller si loin, réaliser un diagnostic d'ancrage, etc. Enfin, se poser intégralement toutes ces questions-là. Là, il y a vraiment une équipe complémentaire entre le conservateur, moi à l'époque, le chargé d'études et un CDD dédié qui a pu vraiment mettre les mains à la pâte et vraiment aller loin dans le creusement de certains sujets. Et ça a été possible grâce à un financement qu'on a eu conséquent de l'Agence de l'eau. Donc, on voit aussi le fait de travailler avec plusieurs entrées, plusieurs statuts, ça nous a permis de lever des fonds. Et en plus de la dotation classique DREAL qu'on avait donc pour la gestion de la réserve, l'Agence de l'eau a amené un puissant levier financier qui nous a permis d'embaucher un CDD et donc d'inclure aussi ce volet zone humide, masse d'eau DCE, espace de bon fonctionnement sur notre réflexion méthodologique. On a aussi été appuyé par RNF, ça se fait classiquement. On était au début de la nouvelle méthodologie en gestion, c'était 2019, 2018, c'était le tout début de la nouvelle méthodologie. Je ne vous cache pas que ça n'a pas non plus été forcément au début très évident avec l'ensemble des institutions, parce que il y avait certaines habitudes, certaines institutions qui nous ont dit ce n'est pas possible de mutualiser, ce n'est pas possible de mutualiser un plan de gestion réserve, un DOCOB, etc. Donc il y a eu certaines difficultés au début, mais qu'on a réussi avec le temps à lever, vu qu'aujourd'hui notre document de gestion est validé par l'ensemble des instances. Voilà, donc aujourd'hui, on a un plan de gestion unique qui a été validé en 2020 pour 10 ans par les différentes institutions, donc Conservatoire du littoral, l'État, donc à l'époque l'ADDTM pour le DOCOB, l'Agence de l'eau pour le plan de gestion zone humide. Qu'est-ce que j'oublie? Non, peut-être j'oublie personne. Et donc à 2 échelles. Voilà, donc à l'échelle du site du Bagnas, c'est important de savoir que nous, on parle plus, pour ces 3 statuts de protection, Natura, réserve, conservatoire, on parle du site du Bagnas. Et par contre, on a aussi toute une échelle plus large avec un plan d'action à l'échelle de plus de 3000 hectares, à l'échelle donc de l'espace de bon fonctionnement de la zone humide, avec la réflexion qu'on a portée avec la méthodologie Agence de l'eau. Derrière ce document unique, il y avait aussi toute la gouvernance, la question qui s'est posée de comment aller plus loin encore que ce document unique dans l'harmonisation de ces multiples statuts de protection. Donc aujourd'hui, on a une harmonisation au niveau des arrêtés des membres des comités. Moi, j'ai plus qu'un seul comité annuel pour tous les statuts de protection qui vaut, COPIL Natura 2000, le comité consultatif de la réserve, le comité de gestion du site conservatoire du littoral, etc. Donc tout ça, c'est relativement bien abouti. Alors sur aujourd'hui, nous on n'a pas levé de gros lièvres sur notre plan de gestion. Il roule relativement bien et on a plutôt la sensation qu'on l'a plutôt bien pensé. Ça n'empêche qu'on y verra un peu plus clair dans 1 an ou 2 parce qu'on sera déjà en évaluation à mi-parcours. Et donc, on va vraiment se poser des questions. Donc, on verra aussi les écueils ou qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer aussi dans notre document. Voilà. 2 dernières diapos un peu sur donc les atouts, les questionnements et puis je vais vous faire une dernière diapo un peu sur les perspectives. Donc évidemment les atouts, ça a été quand même le soutien des instances décisionnelles. Nous on a été un peu, j'ai envie de dire, en tant qu'association gestionnaire, porteur, initiateur et moteur dans la démarche, mais on n'est pas décideur. Et donc à un moment donné, il y a eu tout ce travail quand même assez fort de dialogue entre les différentes instances. Donc même si ça a pris un peu de temps, il y a aujourd'hui adhésion et soutien des instances décisionnelles de poursuivre ce fonctionnement de simplification de la gestion multistatut, et c'est important. Et le dernier exemple, donc tout récent, c'est avec le transfert récent de la compétence Natura à la région. Nous, initialement, on était en direct avec la DDTM, il n'y avait pas de collectivité gestionnaire du site Natura 2000 du Bagnas.
c'était la DDT qui signait une convention directement avec nous. La région n'a pas souhaité poursuivre ce fonctionnement. Et donc, l'agglomération l'agglomération locale a pris la compétence du site Natura, mais on a trouvé un accord très rapidement et aujourd'hui, on a une convention de coopération avec l'agglomération pour que l'ADENA reste évidemment le gestionnaire principal du site. Donc, parce qu'évidemment, il n'y aurait aucun sens sur un périmètre aussi cumulé à ce qu'il y ait un gestionnaire séparé, où tout est mutualisé et que quand on mène une action de gestion, on la mène au titre de la réserve, au titre de Natura et au titre du site CDF. Aujourd'hui, c'est un gain de temps pour le gestionnaire, même si pour les membres du comité de gestion. Et puis, moi, je trouve aussi que ça a été vraiment intéressant, en fait, de faire dialoguer politique de l'eau, politique de la biodiversité. Chacun a fait un pas. Alors, l'agence de l'eau aussi, ça s'est fait aussi un peu avec cette nouvelle compétence qu'a pris les agences de l'eau. Les agences de l'eau, aujourd'hui, ont une compétence biodiversité qui s'affirme petit à petit. Mais voilà, je trouve aussi que ce dialogue aux biodiversités est particulièrement intéressant au niveau des instances et nous au niveau gestionnaire. Voilà, et puis mettre en avant aussi que le facteur humain est important parce que toute cette aventure n'aurait pas pu se mener si au final le facteur humain, que ce soit la volonté au niveau du gestionnaire et comme je dis aussi au niveau des instances, parce qu'il y avait vraiment eu comme c'est pas quelque chose qui est cadré, il n'y a pas de consigne claire nationale sur ce sujet-là quand il y a une coexistence de plusieurs statuts. S'il n'y avait pas une volonté humaine forte, on ne serait pas arrivé au bout de cette démarche. Et juste vous dire que du coup, on est cas d'étude pour aller plus loin, là, juste en quelques mots, la SNAP, la Stratégie nationale aire protégée 2030, dans son action 50, valorise un peu des retours d'expérience en matière de coordination de la gestion de plusieurs aires protégées superposées ou proches. Donc, il y a 26 cas d'études en France. Donc, ça vous permet aussi de voir si vous voulez aller piocher sur d'autres cas d'études qui se rapprocheraient plus de vos situations personnelles que la nôtre. Donc, le BANIA, c'est un de ces 26 cas d'études. Et donc, le projet est en cours là. Donc, vous ne pouvez pas encore avoir accès à ces résultats. Mais donc, il y a des fiches un peu thématiques qui vont mettre en exergue un peu ces 26 cas d'études, dont le BANIAS, pour illustrer un petit peu comment ces questions de plus-value de statut d'aire protégée a été traitée dans des cas différents. Et une des conclusions qu'on est en train d'étudier là, avec le bureau d'études qui a un peu étudié notre cas, c'est effectivement est-ce qu'on ne fait pas remonter un peu ces éléments au niveau national pour qu'il y ait des consignes un peu cadrées de simplification auprès des instances décisionnelles qui favoriseraient un peu ce dialogue local. Dans notre cas présent, par exemple, voilà, c'est un détail, mais qui a à la fois son importance sur le sujet de la sémantique. Moi, par exemple, quand j'invite pour notre comité, je sais jamais trop comment l'appeler. Alors, je dis que c'est le comité consultatif Valent Copil du DOCOP. Valent, voilà, comment je nomme ça. Donc, est-ce que c'est le statut de protection le plus fort qui est prévalent et les autres. Donc, bon, on voit bien qu'il y a quand même encore une manière d'aller encore plus loin dans cette intégration et peut-être que ça nécessiterait un cadrage national. Voilà. Merci beaucoup, Julie. C'est super intéressant. Peut-être tu peux départager ton écran pour qu'on se voit un peu mieux pour la partie échange et questions. Alors, moi, j'en ai, mais je laisse la priorité au gestionnaire d'abord. François-Xavier? Oui, merci. J'ai une question un peu générale, justement, qui poursuit ces quelques mots de conclusion et d'ouverture de porte. Je voulais savoir si le fait de tenir un comité unique de pilotage, pas de pilotage, peu importe, en tout cas une réunion d'instances unique, est-ce que ça, au regard des premiers moments, là, est-ce que ça a facilité la compréhension et donc peut-être aussi l'appropriation de ces démarches superposées, croisées par les acteurs locaux et en particulier par les élus? Je pose cette question-là parce que dans l'émission de notre établissement, on avait rencontré ces interrogations-là. Alors, quand ce sont des superpositions de périmètres qui ne sont pas uniquement liées à de la biodiversité, mais
on a certaines parties de notre territoire où on est dans un périmètre de site Natura 2000, un petit bout est dans un site espace naturel sensible d'un département. C'est aussi à l'intérieur du périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Parfois, c'est recroisé avec un périmètre de territoire à risque d'inondation, etc. C'est assez compliqué pour des partenaires locaux, notamment pour des élus, d'être invités à des réunions. Parfois, c'est sur les fins d'année, il y a 4 ou 5 réunions, du coup, de chacune de ces couches-là. C'est pas toujours les mêmes qui les invitent. Parfois, c'est la préfecture, parfois, c'est notre établissement, parfois, c'est un autre porteur. Voilà. Et donc, est-ce que cette idée d'une instance un peu unique, ça a commencé à éclaircir les choses pour vos interlocuteurs et vos acteurs locaux qui ont plus ou moins la main sur la gestion? Parfois, on les consulte, parfois, on leur demande un avis, parfois, ils sont gestionnaires. Voilà. C'était un peu ma question un peu large. Merci. Complètement, et les élus ont été, j'ai envie de dire, un facteur aidant ce dialogue institutionnel, parce que juste, moi, quand je suis arrivée, on avait, en suivant dans la même matinée, 3 heures, enfin, on va dire 2 heures, le début de la matinée était pour le comité consultatif, et on suivait avec le comité de pilotage Natura 2000 en disant quasiment la même chose. Donc les gens, et avec 80% de personnes identiques et 20% de personnes différentes. Donc évidemment, les élus ont sauté sur eux en se disant, ben derrière, je pense que c'est le gain de temps initialement qui les a avant tout mobilisés, en se disant, on n'a pas besoin d'être là 4 fois pour entendre des choses quasiment identiques, un peu différentes, mais qui pour nous n'ont pas forcément de sens. Donc, évidemment qu'eux, se sont saisis, le sous-préfet qui préside le comité consultatif, il a aussi y était favorable. Et en fait, donc eux, vu qu'ils y étaient favorables, ils se sont accordés sur aussi les sujets de présidence, de coprésidence, parce qu'il y a d'ailleurs ce sujet-là aussi, qui préside entre le comité consultatif. Voilà. Ce qui a été plus dur, ça a été les institutions qui, elles, derrière, d'un point de vue administratif, c'est plutôt les techniciens qui, au début, se sont dit, ben oui, mais c'est pas possible, parce que l'arrêté préfectoral de la réserve exige ça, et donc, voilà, donc c'est, j'ai envie de dire, on a réussi à enclencher cette dynamique par la volonté du gestionnaire et les élus et qui ont, eux, d'emblée vu que ça allait être un gain de temps pour eux. Et donc maintenant, oui, est-ce que ça les aide dans la clarté de la compréhension globale du sujet? Oui, parce que nous, maintenant, au final, je trouve que la manière qu'on a d'amener le sujet, il est plus simple. On parle de site du Banias, et derrière notre carte, tout est harmonisé, en fait, à l'échelle du site du Banias. Donc, c'est beaucoup plus simple dans la manière. Alors, nos statuts sont quand même presque superposés, hein. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, nous, tout le monde ne peut pas le faire si le site Natura 2000, il est sur 3000 hectares et que la réserve, elle est sur 500. Voilà. Nous, on a quand même des statuts qui se superposent quasiment. Donc, c'est sûr que derrière, maintenant, il y a une simplification de compréhension pour les usagers, pour les élus, pour tout le monde, de parler du site du Banias. Et derrière, nous, on sait que dans notre tambouille interne, ça signifie 3 statuts protégés avec à la marge des choses un peu différentes. Mais ça a amélioré aussi le sujet derrière de communication, de clarification auprès des élus, auprès de la population, auprès de ce sujet de l'ancrage territorial, etc. Et alors, pour répondre aussi sur le sujet des usagers, évidemment, eux, c'est aussi le gain de temps qu'ils ont pu se dire, au lieu de venir à plusieurs réunions, on n'en a qu'une, et puis c'est plus simple. Mais c'est aussi on a enclenché, donc en même temps, hein, vous avez vu dans notre présentation, la création d'une commission usagée. C'est vrai que le comité consultatif ou COPIL, enfin bref, je ne sais toujours pas comment l'appeler, c'est quand même une grande messe où on est... vous connaissez tout ça, hein, c'est plutôt une réunion de posture hein, présidée par le sous-préfet, où quand on prend la parole, c'est plutôt pour marquer son territoire que vraiment pour construire un débat. Et du coup, voilà, la commission usagée qu'on a mis en place, même si je pense encore qu'elle n'est pas complètement aboutie, et j'aimerais, voilà, tout n'est évidemment pas finalisé, il y a encore des choses sur lesquelles j'aimerais puisse encore avancer. La commission usagée est plutôt vraiment un lieu où on peut discuter plus librement des sujets, etc. Et donc, je pense que c'est aussi sur cette rentrée-là qu'on a favorisé le dialogue territorial, même si je pense qu'il y a encore des crans à passer.
et où les usagers trouvent plus leur place que dans le comité consultatif où, bon, voilà, on reste sur quelque chose d'assez, un exercice assez statutaire. Merci Julie. Hop, avant de passer la parole à Elsa, juste dire que Flora Derio nous a rejoint avec une petite spécificité, c'est que tu n'as pas flouté que l'arrière-plan, tu as tout flouté du coup aujourd'hui. Mais je pense que c'est un souci de connexion. Déjà, tu es arrivé à nous rejoindre alors que c'était pas forcément. Ah, ça fonctionne. On te voit mieux sur le deuxième écran. Bon, bienvenue Flora. Euh, je te laisse mettre ton micro pour. Et voilà, là, on ne t'entend pas, mais au moins on te voit déjà. Donc, en attendant, je vais passer la parole à Elsa pour la question et ensuite, du coup, on te passera la parole pour te présenter. Elsa? Oui. Alors, j'aurais une question très pratico-pratique en termes d'action de gestion. Comment vous arrivez à jongler avec les financements pour avoir une action concrète sur le terrain? Est-ce que c'est les financements de réserve naturelle nationale qui prévaut ou bien est-ce que vous arrivez quand même à faire des dossiers avec des contrats Natura 2000? Alors, la spécificité, enfin, évidemment, nous, la plupart de nos fonds pour la mission de gestion, elle vient de l'État pour la compétence réserve, parce que de fait, de toute façon, c'est là où il y a le plus de fonds dédiés. Au regard de la surface, on a 2,6 ETP dédiés pour la gestion, ce qui est évidemment très loin d'être le cas pour un site Natura 2000 ou un site conservatoire du littoral, etc. Donc ça, c'est notre fonds principal. Après, on a des fonds Natura 2000. On a un demi-ETP financé Natura. Et on pourrait évidemment être éligible au contrat. Il se trouve que là, on fait pas de contrat parce qu'en fait, à la différence d'un site Natura 2000 seul, nous, on a les ressources en interne pour réaliser quasiment intégralement tout ce qu'on veut faire sur le site en études. Donc, c'est une réserve fait beaucoup moins appel qu'un site Natura 2000 à de l'expertise extérieure parce qu'on a tout en interne, en fait. On a un garde technicien, on a un panel de compétences naturalistes, etc. Donc, on réalise beaucoup de choses en interne. Mais on pourrait, tout à fait, faire un contrat. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous, le budget réserve, on a des fonds donc, de Réal, on a des fonds donc c'était des DTN, maintenant c'est région pour Natura, et on peut avoir des fonds agences de l'eau quand ce qu'on traite concerne la gestion de l'eau, etc. Et sur de l'investissement, donc ça c'est plutôt sur le fonctionnement. Sur l'investissement, on peut aussi. Alors voilà, le Conservatoire du littoral ne finance pas de fonds de fonctionnement, hein, c'est la dotation réserve qui fait foi. Par contre, du Conservatoire du littoral, on perçoit les redevances agricoles, parce qu'on a des éleveurs et des viticulteurs sur le territoire conservatoire hors réserve. Donc, les redevances agricoles sont perçues par le gestionnaire. Donc, c'est une manière qu'a le propriétaire de participer à la gestion. Et ensuite, sur l'investissement, on va avoir en ce moment là avec France Relance et le Fonds Vert, c'est cadeau. En tant qu'art protégé, on arrive très facilement à lever des fonds sur le volet Fonds Vert. C'était ces dernières années un peu plus compliqué au niveau de l'État. Là, avant le Covid, on avait beaucoup plus de mal à avoir des fonds investissement qu'avant pour la réserve. Et ensuite, on peut avoir aussi, donc, on a cette entrée haut. Moi, j'ai beaucoup de fonds d'investissement pour la restauration, de martelières ou autres, etc. Des études. On a beaucoup travaillé sur le volet hydraulique, hein, comment justement concilier préservation de la biodiversité avec la qualité de l'eau, etc. Là, ça fait 3-4 ans qu'on est engagé dans des scénarios de gestion hydraulique. Tout ça, ça a été financé par l'Agence de l'eau. Voilà, principalement. Oui, parce que je pensais surtout à des actions vraiment de terrain, de gestion de milieu, s'il y avait besoin de restaurer un milieu quelconque. Alors, savoir si effectivement il y avait possibilité de demander des fonds européens malgré qu'il y ait le statut de Il n'y a pas de... Ouais. Tout à fait, il n'y a pas de... On peut tout à fait tout cumuler. Après, voilà, je ne vous cache pas qu'il y a une petite gymnastique avec les financeurs sur tel poste,
parce que c'est les mêmes postes. En fait, le fait, c'est que c'est là aussi où l'humain et le facteur humain et le facteur confiance est important. Aujourd'hui, moi, j'ai un très bon rapport avec les différentes institutions parce que c'est pas sur le papier, je flèche que la région finance tel ETP pour Natura, l'Adréal finance tel ETP pour la réserve. Dans la réalité, tout le monde fait tout. Parce qu'en fait, il faut avoir en tête que quand on fait une action de gestion sur le Banyas, on l'a fait au titre de tous les statuts. Donc, il y a quand même une petite articulation de déclaration des jours, du temps de travail. On est 4 ETP à peu près, à travailler sur le site, 4 et demi. Donc voilà. Et sur l'investissement, comme je vous dis, si on a des travaux, alors nous, il y a toute une démarche derrière, effectivement, aussi d'autorisation qui est un peu particulière, vu qu'on cumule aussi l'évaluation des incidences, mais là, c'est avant tout le statut réserve aussi, qui est assez lourd et qui impose toute une procédure d'études d'impact et d'autorisation de travaux en réserve. S'il y a quelques années, on avait construit des mares, voilà, il y a toute une procédure assez importante. Mais derrière, on peut tout à fait lever des fonds. Alors là, on n'a pas levé de fonds européens, mais on pourrait tout à fait lever des fonds. Mais par exemple, on a une ingénierie en interne. C'est-à-dire, si je reprends moi notre idée de créer des mares, nous, en interne, on a un garde technicien qui est tout à fait en mesure de faire ça. Donc, soit on loue une mini-pelle, soit on l'emprunte à la collectivité, on le fait nous-mêmes avec des chantiers. Enfin, il faut vraiment imaginer qu'en réserve, on a une ingénierie interne qui n'a rien à voir avec comment ça se passe sur une animation de site Natura. Là, on a un garde technicien à temps plein et on a un agent technique à temps plein. Enfin, voilà, on est quand même, les réserves, elles sont bien loties. Mais s'il y avait des travaux, comme vous dites, si on change une martelière, ça, on va le faire en interne. Là, on a refait sur France Relance, on a levé plus de 250 000 € de fonds France Relance. Là, on vient de clôturer les travaux. Voilà, on a fait toute la restauration de chemin. On a plus de 100 000 € de restauration de chemin. Ça, on l'a pas fait nous, on l'a fait faire avec 100% France Relance. Et on aurait très bien pu faire un contrat Natura 2000. On a plutôt une culture, si vous voulez, c'est la culture réserve on est plutôt, même si aujourd'hui on parle multisite, etc., on a une culture réserve. Quand on vient s'adresser à nous, c'est vrai que le statut réserve naturelle reste le statut prédominant. Voilà. Honnêtement, aussi en toute transparence, le statut Natura 2000, si je vous repartage nos statuts de protection, n'apporte pas énormément de choses, vu déjà le statut et réglementaire et foncier qu'on a sur le site. Moi, le statut Natura 2000 aurait eu une portée bien plus grande s'il avait été sur une échelle plus grande, en fait. Et que derrière, il y aurait eu le cœur de nature à protéger. Ce qui n'a pas été le cas. Le site Natura 2000 du Banyas s'est mis en place dans les années 2000. Il faut se rappeler ce contexte-là. La France était à la bourre. Elle était pointée du doigt par la Commission européenne et donc il fallait faire du chiffre. Et on s'est dit créer un site Natura 2000 sur une réserve, ça va pas trop faire grincer les acteurs locaux, donc on va le faire. Mais en fait, il n'a pas. Si, il y a deux petits secteurs qui sont en Natura hors réserve, mais ça reste très marginal. Ce que permet vraiment aujourd'hui Natura, c'est quand même nous amener un demi-ETP, donc c'est pas rien. Et c'est les contrats, les MAE avec les agriculteurs. Voilà. Mais voilà, une fois là qu'on s'est rencontré avec la région suite à la compétence, je leur ai dit ça en toute transparence. Et demain, si par contre on réfléchissait par exemple à une extension de Natura 2000 à l'échelle du bassin versant, pour que derrière on puisse signer des mesures agro-environnementales avec les agriculteurs du bassin versant, ça aurait du sens. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai un espace de bon fonctionnement, un bassin versant agricole, donc qui se jette dans une réserve classée Natura, classée, enfin bref, avec toutes les protections qu'on peut avoir. Et voilà, quand j'ai proposé qu'on crée un PAEC à l'échelle de ce bassin versant avec la méthodologie liée à ce qu'on avait fait avec l'agence de l'eau, on n'a pas pu parce que il n'y a aucun statut sur ce bassin versant-là. Donc moi, je trouve que Natura apporterait beaucoup plus quelque chose si j'arrivais à l'étendre sur un périmètre élargi. Bon, ces sujets-là ne sont pas du tout ouverts pour l'instant. Ils sont uniquement dans ma tête. Mais voilà. Donc, aucune contre-indication, si ce n'est voilà, un peu de tambouille administrative et
un rapport assez étroit sur comment on partage tout ça avec les instances. Voilà. Merci Julie. Je crois que du coup, c'est quand même une situation un petit peu, alors peut-être pas idyllique, mais quand même assez, qui favorise pas mal voilà, le fait qu'il y ait une structure unique, déjà, ça simplifie beaucoup. Je ne sais pas, est-ce que ce serait possible, c'était ça ma question, moi, s'il y avait différentes structures qui s'occupent de ces différents statuts, une structure animatrice de Ce la serait pas réserve, possible, une mais en structure- fait, de toute façon, la gestion ne serait pas possible. Donc, C'est- voilà, heureusement que là, la CAM, en prenant la compétence Natura 2000, s'est pas dit, eh ben, on veut, parce que alors, la place de la collectivité, c'est vrai que vous n'en ai pas parlé, c'est important aussi. Donc, nous, aujourd'hui, on a une convention, on est gestionnaire unique de la réserve naturelle. Donc, ça, on a une convention unique avec l'État qui se renouvelle tous les 5 ans. Pour le Conservatoire du littoral, c'est un peu différent. Il faut avoir en tête que l'ensemble des sites du Conservatoire du littoral de l'Aglo-Euroméditerranée est géré par l'Aglo. Et il y a une exception donc, sur le site du Bagnas, où il y a une convention spécifique sur le site du Bagnas, où l'ADENA est le gestionnaire principal et l'Aglo est co-gestionnaire, ainsi que la ville d'Agde. Donc la collectivité a une place sur l'entrée Conservatoire du littoral. Et sur Natura 2000, hein, là, c'est quand même l'Europe qui a un peu mis le bazar, hein, puisque jusqu'en 2012, une association pouvait gérer un site Natura 2000, donc c'est quand même ce qui était le plus simple. Et à partir de 2012, l'Europe a dit c'est plus possible. Merci l'Europe. Donc là, c'est un peu complexifié la chose. Et donc, c'est pour ça que depuis 2012, on trouve un peu des solutions pour que, évidemment, l'ADENA reste gestionnaire du site Natura 2000. Mais si on avait une collectivité avec qui on s'entendait pas, eh ben, elle pourrait très bien dire, voilà, nous, on veut récupérer, on veut être gestionnaire de tous les sites Natura 2000, donc on veut gérer aussi ce site-là, mais ça serait ingérable. Oui, c'est un petit peu Ça ne inexplosion. fonctionnerait pas. J'ai envie de dire, de toute façon, si quelque chose ne fonctionnait pas, faut être clair, l'aglo récupérerait tout et l'ADENA n'aurait plus aucune gestion. Enfin, il y a les instances sont le cheminement, la mutualisation est allée assez loin pour qu'aujourd'hui on ne puisse pas la couper. Donc si il y avait une mésentente ou forte entre la collectivité et l'association ou autre, les instances s'accorderaient en disant bon ben on balaye l'association et c'est la collectivité qui reprendrait 100% de la gestion, réserve, etc. Voilà. Donc là donc c'est pour ça que je dis que le facteur humain est aussi C'est important. important. Parce que bon, les petites associations n'ont pas le vent en poupe hein, c'est clair hein, que le sens de l'histoire, hein, moi si je replace aussi il y a encore 20 ans, 50% des réserves naturelles étaient gérées par des petites associations. Aujourd'hui, c'est RNF prône un peu la diversité des gestionnaires parce que c'est ce qui fait aussi la force, hein, qu'il n'y ait pas un gestionnaire unique. Hein, c'est le seul statut de protection comme ça qui est géré par une multitude d'organes gestionnaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance, elle est à la disparition des petites associations, soit au profit de grosses associations comme les SEN, les LPO, etc., ou alors aux collectivités. Et c'est vrai que les petites associations doivent faire preuve voilà, un peu d'ingéniosité, de motivation pour continuer à avoir une place. Voilà, et c'est vrai que l'Europe n'aide pas à cette lecture-là, qui est un peu une spécificité française, en fait. Mais on est encore là et on existe et on fait plein. Merci beaucoup, Julie. Je vois que le temps file. Du coup, Oui, oui. Flora est apparue et n'est plus floue. Bonjour, Flora. Bonjour. On va Bonjour changer tout le monde. Désolée pour les petits contretemps. tu es là, c'est le plus important. Oui, vous m'entendez bien du coup? On t'entend très bien. Oui. Allez, super. On te voit, on t'entend. Je vous propose du coup, on va changer de territoire puisqu'on passe dans les Pyrénées après le littoral, avec un contexte peut-être un petit peu moins facile, mais justement c'est l'intérêt des deux présentations de voir les différentes approches. Tout n'est pas facile chez nous, hein. Voilà. Hein, Tu nous as vendu du rêve un peu là quand même. Hein. J'avoue que j'ai un peu dressé un tableau idyllique, mais c'est pas complètement le cas non plus. Je raccroche. Flora, est-ce que tu veux que j'essaye de partager mon écran? Tu penses que ça passera mieux ou tu veux le Je tenter veux quand bien, même? je veux Ouais. bien te laisser partager si tu l'as pris comme j'échange. Je suis pas sur mon ordi du travail, du coup ça. Ok, ça marche. ça Alors, charge. je tente. Du coup, moi, je suis très frustrée d'avoir raté la présentation parce que ça a l'air effectivement beaucoup plus avancé que nous
dans tout ça. Et après, je suis ravie. Moi, j'ai démarré ma carrière il y a 20 ans sur une petite association qui gérait et une réserve et du Natura 2000. Et où, effectivement, pour ce qui se passait il y a 20 ans, je pense qu'on était déjà... l'équipe était confondue et ça se passait très bien. Et cette association, voilà, Natura 2000 est passée effectivement aux collectivités. Et je trouve que ça a vraiment coupé une bonne dynamique qui était partie à l'époque. Donc, je suis contente de voir qu'ailleurs, il y a des assos qui ont perduré. Merci. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je suis en plein écran? Oui. Ouais, super. Eh bien, tu me dis du coup quand je dois passer les diapos, Flora? Oui, ça marche. Bon, donc là, c'était juste, voilà, donc pour vous situer, donc moi, je travaille pour le grand site de France, Massif du Canigou, donc où je suis animatrice Natura 2000. Donc, donc on est le pic du Canigou, le dernier au pic de la chaîne des Pyrénées, voilà, massif entre deux vallées, la vallée de la Tête et la vallée du Tech qui vont se jeter dans la Méditerranée. Donc, un grand site de France, ça se construit en fait autour d'un site classé. Donc, le site classé, c'est la partie qui est menacée. Donc là, voilà, on est sur un site qui était menacé par la surfréquentation, par des projets de lignes haute tension, par une piste intervallée. Donc, ils avaient carrément fait une route à l'époque qui passait par-dessus la montagne. Donc voilà, donc il y a un site classé, donc une protection très forte qui a été mis en place donc, pour la préservation des paysages. Et donc, autour de ce site classé, c'est construit le périmètre Grand Site de France, c'est le périmètre d'action pour protéger le site classé. Donc, le site classé, vous l'avez à rayures, là au milieu, toute cette petite ligne de crête qui finit au pic du Canigou. Et donc, là, vous pouvez voir voilà, qu'on se superpose avec des petits points verts, des carrés verts, du rose, du vert, du marron. Donc, on peut passer à la diapo suivante pour zoomer. On va parler juste de cette partie massif, pas de l'ensemble du grand site. Donc, on a 3 réserves naturelles sur la partie sommitale, 3 grosses réserves naturelles nationales. Accolées, alors celle que tu viens de balayer, c'est une réserve régionale. Alors celle-là, je ne vais pas trop en parler parce qu'elle est en dehors elle ne se superpose pas avec le reste. Mais donc nos 3 réserves nationales, elles se superposent avec le site classé, avec un site Natura 2000 qui est encore plus vaste. Et donc ce site Natura 2000 englobe aussi une réserve biologique dirigée qui vient se coller aux réserves nationales, qui elle se superpose aussi en partie avec une réserve de chasse et de faune sauvage. Et donc voilà, ça fait pas mal de choses et on va le voir sur la diapo suivante. Au-delà de ça fait 13 périmètres voilà, de protection. Alors j'ai compté aussi les forêts domaniales parce qu'on est avec l'ONF qui a une place assez importante sur le massif en tant que propriétaire, en tant que gestionnaire de la réserve biologique, gestionnaire de la réserve de chasse et de faune sauvage. Voilà, en tant que propriétaire, donc ils interviennent pas mal. Donc on se retrouve avec 13 périmètres. Une trentaine de personnes au total, entre les conservateurs, les techniciens de Natura, des réserves, de l'ONF, de l'OFB, l'inspecteur du site classé avec qui on travaille pas mal. Donc on se retrouve à une trentaine de personnes quand même à intervenir sur le massif, autour de 8 plans de gestion différents, entre documents d'objectifs, plans de gestion des réserves, aménagement forestier. Donc voilà, c'est assez complexe parce que tout est géré par des structures différentes, effectivement. Donc là, après, il y a une petite diapo où on va rapidement balayer les atouts et les contraintes, mais donc, je ne sais pas, vous l'avez peut-être vu déjà un peu dans la présentation précédente, ce que ce cumul de protection peut amener, ou alors au contraire, les problèmes que ça peut engendrer. Et puis, il y aura une petite diapo après sur ce que nous, on a commencé à mettre en place, même si on est loin voilà, d'être au top pour le moment. Donc, il y a quand même, voilà, ça a été un peu dit avant, donc une complémentarité entre les outils. Donc, de pouvoir englober du réglementaire. Et effectivement, Natura 2000, ça amène quand même ce côté contractuel avec les MAEC qui permettent de faire pas mal de choses. Au niveau des suivis et des études, moi je me dis, plus on est nombreux, effectivement, plus on doit pouvoir faire de choses. Alors, il y a certains suivis, comme sur les galliformes de montagne, donc Grand Tétral, la Goupette des Perdrix, où il y a des choses qui sont coordonnées par l'OGM, l'Observatoire des galliformes de montagne. Comme on a 11 réserves naturelles dans le département, donc il y a une fédération des réserves naturelles qui a des postes transversaux donc par exemple sur les grands rapaces, il y a une personne qui coordonne tout sur le département. Donc il y a certaines choses qui sont quand même coordonnées à l'échelle du massif. Au niveau des compétences, effectivement, tout à l'heure, Julie disait, voilà, les réserves, il y a effectivement une équipe plus naturaliste peut-être que sur du Natura 2000. Natura 2000, on est un peu plus fort dans notre structure pour aller chercher des subventions, pour organiser des chantiers participatifs, mobiliser du monde. Voilà, il y a d'autres choses qu'on amène. L'ONF, ils sont très présents sur le terrain. Ils ont aussi des experts et des missions biodiversité
donc voilà, ça fait quand même des compétences variées et des outils qui sont censés se compléter. Si tout fonctionnait idéalement, ça pourrait être très bien. Après, il y a tout ce que ça apporte d'être plusieurs, de motivation et de dynamisme sur un territoire. Par le passé, j'ai travaillé sur un site Natura 2000 pour le coup qui était tout seul dans une communauté de communes où il n'y avait pas d'autres salariés sur le volet environnement, et je me sentais c'est pas évident de motiver un territoire quand il n'y a pas d'autres partenaires qui travaillent vraiment avec nous sur le sujet. Donc ça, c'est quand même assez chouette aussi. Et du coup, au bout du compte, ça fait voilà, tout le boulot de tout le monde associé, ça fait quand même voilà, plein de choses qui s'additionnent et une gestion du territoire assez conséquente. Après, dans la réalité, ça a aussi cette complémentarité d'outils, elle pourrait être très bien. Après, on est quand même, le fait qu'on soit des structures différentes et avec des objectifs qui peuvent un peu différer, sur le grand site, on a tout ce volet de gestion de la fréquentation et d'essayer d'avoir un tourisme de qualité. C'est pas de la promotion, c'est pas faire venir plus de tourisme, mais le tourisme qu'on a, c'est l'encadrer, c'est essayer de désengorger le pic en développant plus des itinéraires sur les parties basses. Et tout ça, en fait, c'est pas toujours bien compris ou bien entendu par certains partenaires. Donc, il y a toujours une méfiance, en fait, des autres structures par rapport à nous, où ils ont peur qu'on soit une structure qui va développer des choses, qui va promouvoir le tourisme. Et il y en a qui cherchent même pas à aller dans le fond de ce qu'on fait et qui nous voient comme une structure dangereuse qui risque de faire venir plus de monde. Parce qu'on est aussi sur des années où il y a de plus en plus de monde qui fréquente les espaces naturels. Je pense que c'est pas lié forcément à notre action. Mais donc, il y a cette méfiance qui vient ajouter une difficulté à notre travail en commun, notamment avec les réserves. Après, travailler nombreux, il y a tout ce que ça peut engendrer de temps à passer. Il y a forcément un besoin d'échange et de concertation qui fait que ça demande de passer du temps. Alors, ceux qui ont les périmètres les plus grands, nous, on en voit l'intérêt. Les réserves, eux, ils sont sur leur territoire à l'intérieur et ils ne voient pas l'intérêt. Eux, ce qu'il y a autour, en fait, ils considèrent que ça ne les concerne pas. Ils ont du mal à faire du lien avec là où tout à l'heure, Julie, tu disais ça aurait du sens après d'avoir des choses à plus grande échelle. Eux, ils ne voient pas l'intérêt de travailler autour et de s'intégrer dans une échelle plus grande, en fait. Ce qui fait que c'est compliqué parce qu'on est tout le temps en train d'essayer d'attendre un peu de retour de leur part. Et qu'en fait, après, on est à une époque où, avec les mails, avec tous les outils qui se sont développés, on a des charges de travail importantes et on a tous du mal à trouver. Je pense que c'est notre souci à tous d'avoir du mal à trouver du temps pour partager avec tout le monde et pour faire tout ce qui serait bien de faire. Donc après, il y a aussi tout ce petit monde, il faut le tenir informé. Ça veut dire qu'il faut des outils pour. Je l'ai pas mis dans la présentation, mais donc voilà, tout ce qui est base de données, enfin voilà, comment on échange les données, comment on s'est fait remonter, il y a plein de choses qui seraient à mettre en place pour que ce soit fluide. Et en fait, récemment, on s'est fait une petite réunion sur ce sujet-là. Pourquoi les bases de données, les rapports, nous, ça ne nous remonte pas. Moi, tout ce qui se fait en réserve, si je ne vais pas en permanence à la page aux infos, il n'y a rien qui me remonte en fait. Et donc là, en prenant un temps avec leur chargé de SIG, on se rend compte que même en interne, eux, le fait qu'ils soient déjà 11 réserves à devoir se coordonner sur un département, c'est déjà compliqué pour eux d'avoir une base de données un peu claire avec toutes les bases de données qui se sont créées aujourd'hui, les obligations qu'ils ont de la part des réserves. Enfin, donc s'accorder encore avec d'autres partenaires, c'est des choses qui prennent du temps. Et dans tous ces sujets, pour moi, on manque toujours travailler à plusieurs, il faut de la coordination, il faut quelqu'un qui ait ce rôle d'avoir une vision globale et de pouvoir organiser les choses. Et donc ça, nous, c'est pas forcément notre rôle. En tout cas, moi, en tant qu'animatrice Natura 2000, c'est pas mon rôle de coordonner tous ces statuts. Et en fait, du coup, c'est la mission de personne, en fait. Et donc, du coup, c'est là qu'on compose comme on peut. De temps en temps, il y en a un qui prend une initiative, mais c'est compliqué, je trouve, de travailler aussi nombreux sans qu'il y ait personne qui soit légitime pour coordonner. Après, on s'est rendu compte, on va le voir sur la diapo d'après, mais donc il y a un petit outil à un moment donné, un petit guide des porteurs de projets sur lequel on a travaillé, où on s'est rendu compte qu'en fait, entre tous les acteurs qu'on est sur le massif, tout le monde ne maîtrise pas forcément les procédures, les périmètres des autres et ce que ça peut englober. Chacun connaît bien son sa réserve avec le fonctionnement du réserve, mais finalement, si en mettant tout le monde autour de la table, tout le monde ne maîtrise pas. Donc, c'était très compliqué quand on voulait renseigner les porteurs de projets parce que ils devaient passer par l'inspecteur du site classé, par l'animatrice Natura, par le conservateur de réserve. Et puis là, il y a aussi une procédure d'urbanisme qui entre en jeu et que finalement, tout le monde était un peu perdu. Chacun maîtrise son petit truc, mais quand il faut renseigner quelqu'un,
eh ben, ça devient très compliqué. Après, il y a des fois, alors il y a des arguments des fois financiers qui sont quand on veut faire des fois où on arrive à se dire ah, ça, on pourrait bosser ensemble, et c'est des fois les financements derrière qui permettent pas de travailler forcément comme on voudrait. Et après, j'ai noté l'ambiguïté partenaire-prestataire parce que donc que ce soit les réserves ou l'ONF, à la fois il y a des sujets où je pense qu'il y a des choses qui font partie de leur mission et où on pourrait juste travailler ensemble, et ils sont les deux à répondre aussi à des appels d'offres et à se positionner en tant que prestataire sur certains sujets, qui fait que moi, je ne sais jamais trop où je peux mettre le curseur sur certaines choses où ils vont me dire, bon, là, on fait quelques jours en temps agent, mais tu nous en finances 2 ou 3. Puis l'autre collègue va me dire, ah, mais non, il faut que tu nous en finances plus, parce que... Et voilà, ça crée une autre relation qui n'est pas celle qu'on a envie d'avoir avec un partenaire qui a les mêmes objectifs que nous sur le territoire, et qui ajoute aussi, des fois, un peu de complexité. Donc après, tout ce qui est articuler les actions, articuler les plans de gestion, ça se fait pas si simplement, ou effectivement, les instances de décision, ce serait tellement fantastique qu'on arrive à les faire tous ensemble. Pour l'instant, on en est loin. On en est même que 3 réserves naturelles collées. Moi, à chaque fois, je leur dis, mais moi, je participe aux 3 et je comprends pas qu'un conservateur ne participe pas au comité consultatif des autres réserves à côté. Et ils me répondent, ah, mais nous, on n'est pas invités au comité consultatif des autres. Donc, même entre eux, même déjà entre 3 réserves collées, alors on est sur 2 vallées différentes, hein, avec 2 contextes, effectivement, des politiques différentes, des contextes, des climats un peu différents. Et donc, même entre les réserves collées sur la crête, mais qui sont sur 2 vallées différentes, même là, on se rend compte que c'est pas fluide, quoi. Donc voilà, ça fait 2-3 ans que j'avais essayé de proposer, même si on n'arrive pas à articuler des plans de gestion, effectivement, chacun a déjà renouvelé son plan de gestion à telle ou telle date, il est valable 10 ans, 20 ans, 8 ans. Donc c'est compliqué un jour de décider, on est tous sur nos petites échelles de techniciens, donc se dire, dans 10 ans, il faudrait qu'on fasse tout en même temps, c'est pas forcément possible. Je leur avais proposé de se dire, on fait au moins un bilan commun, se dire qu'on peut restituer une gestion du massif et pas des petits bouts de territoire par territoire. Et donc même ça demande, il faut quelqu'un qui le prenne en main et qui le coordonne, et puis c'est quand même du temps pour eux à me consacrer, même si moi j'acceptais de le coordonner, c'est du temps qu'ils doivent passer à s'intégrer dans quelque chose en plus, et donc pour eux c'est trop de temps visiblement à passer. Donc je l'ai tenté l'année dernière sur mon comité de pilotage, d'essayer quand même d'avoir une entrée par espèce, et donc à chaque fois de faire un petit bilan à l'échelle massif. Mais du coup, c'est là que je me suis rendu compte que plein de données ne me remontaient pas, qu'en fait l'info ne circule pas, et que certains avaient fait des actions dont je n'avais absolument pas connaissance, même des études dont je n'avais pas connaissance. Voilà, chacun a quand même tendance à travailler sur sa petite échelle sans forcément prendre le temps d'informer les autres. Donc on peut passer, alors voilà, on essaye quand même d'avancer comme on peut. Donc depuis 2018, on a une instance de coordination des gestionnaires du massif qui s'est mise en place. Donc on essaie 2 à 4 fois par an. Alors voilà, on est souvent plutôt sur 3, 2 ou 3 que sur 4. Ça commence déjà à faire trop. Alors c'est des demi-journées à chaque fois où on se retrouve avec les conservateurs, avec l'ONF. On a la DDTM et la DREAL qui sont présents par rapport aux sites classés aux réserves, l'OFB, le PNR, parce qu'on a aussi une partie du grand site qui est dans un parc naturel régional. Et donc voilà, c'est un peu une réunion libre, il n'y a pas toujours d'ordre du jour, où on peut échanger sur ce qu'on veut, sur une étude, sur un projet, se tenir au courant de quelques infos. Donc ça a quand même apporté un plus, ça a quand même détendu certaines relations, ça permet d'être autour d'un café, à se dire aujourd'hui on partage. Après voilà, je pense que c'est à améliorer parce que finalement ça reste très ciblé autour des projets du site classé, et moi en tant qu'animatrice Natura 2000, j'aimerais qu'on déborde sur ce volet espace naturel, sur les études et les suivis, et que jusque-là, là-dessus, on n'y arrive pas encore. On a aussi mis en place des réunions de secteurs. Alors ça, c'était plus au début à l'échelle du grand site, où on se rendait compte que certains maires avaient du mal à se sentir concernés par des gros projets. Et du coup, de revenir à une petite échelle de vallée, à des petits groupes de communes, ça a apporté un plus. Ça a fait que les maires venaient à ces réunions, se sentaient concernés. Et donc là, cette année, on a rajouté à ces petites réunions avec les élus de faire venir l'ONF et les réserves naturelles. Et c'est encore un plus parce que finalement, ça reste des acteurs incontournables. Donc, sans être dans des comités de pilotage ou dans des réunions où il y a trop de monde, on se retrouve à petite échelle avec un petit groupe
partenaires, dont les gestionnaires. Et donc, là-dessus, ça a vraiment apporté un plus où on arrive voilà, à petite échelle à s'entendre et à se dire, bah oui, on a bien les mêmes objectifs. Bah, nous, cette année, on fait ça. Toi, tu fais ça. Donc, ça crée un peu plus de liens. Alors après, on avait engagé une candidature à la liste verte de l'UICN, donc une liste à l'international des sites qui ont une conservation réussie. Alors, je pense qu'on est loin d'être un site avec une conservation réussie. Après, pour moi, ça a amené un cadre. Donc, il faut cocher, pour avoir une conservation réussie, il faut cocher 50 indicateurs comme atteints. Et je m'étais dit que ça nous permettrait d'avoir un cadre et de, voilà, peut-être d'arriver à, si j'y réponds pour Natura 2000, je me disais, je suis obligée d'y répondre pour les réserves et ça va nous obliger à travailler ensemble et à se coordonner. Donc pour l'instant, ça fonctionne pas parce qu'ils n'ont pas, une fois de plus, ils n'ont pas envie de me consacrer du temps là-dessus et d'avoir des tableaux à compléter et de se pencher sur des choses où ils ont l'impression que eux, ça leur apporte rien. Alors après, voilà, je pense que ça prendra un peu de temps et qu'une fois de plus, il faut que moi, j'arrive à coordonner et à passer moi suffisamment de temps pour qu'ils aient presque rien à faire et qu'on arrive à, un jour ou l'autre à croiser nos plans de gestion, à croiser tout ce qu'on fait et à se dire on est sur le même territoire, on doit forcément pouvoir restituer un seul résultat de toute la petite somme de boulot que chacun fait, quoi. Après, on a pas mal de schémas globaux. Alors ça, c'est plus apporté par le Grand Site de France. Donc, on a un schéma d'accueil du public qui avait été fait par l'ONF il y a 2-3 ans, qu'on a repris pour essayer d'en faire vraiment un document opérationnel. Et donc là, voilà, c'est ce document qui nous a servi dans les réunions de secteur, pour secteur par secteur, vraiment s'accorder avec tout le monde sur ce qu'on veut faire, voilà, au niveau de la fréquentation qu'on veut, quel sentier on garde ou pas, quel message on veut faire passer, à quel endroit on met des panneaux d'accueil. Enfin, voilà, il y a au moins ce volet accueil, du coup, où on commence vraiment à travailler tous ensemble. Donc, on a aussi un schéma des sentiers, vraiment spécifique sur les sentiers, pareil, où il y a eu un gros travail. Là, il y a eu toute une audite de fait avec des propositions. Et donc, maintenant, on va vraiment s'accorder. Voilà, il y a pour le coup plutôt des sentiers qui vont être retirés parce qu'on n'a pas la capacité aujourd'hui d'entretenir tous les sentiers existants. Et puis, on se rend bien compte qu'il y a quand même des sentiers qui posent souci par rapport à des zones sensibles. Donc, il y a eu un gros travail de fait là-dessus. Mais donc, voilà, toujours pareil, c'est avec beaucoup d'accrochage. Enfin, presque les réserves, si on les écoutait, il fallait supprimer tous les sentiers, quoi. Donc après, on reste. Il y a des sentiers qui sont des sentiers de grande randonnée, qui sont sur des cartes. Enfin, on ne peut pas non plus tout interdire. Donc ça, voilà, ça a été quand même un sacré travail d'arriver à trouver le juste milieu entre trop et rien. Il y a le volet communication où on commence à travailler pas mal ensemble. Alors c'est lié au fait que nous, à Canigou Grand Site, on a une personne qui est arrivée, qui a pris cette mission qui a un tiers-temps sur l'éducation à l'environnement, et que les réserves ont eu depuis 2 ans des postes dédiés à l'éducation à l'environnement. Il y a un petit groupe alors je ne sais plus s'ils sont 5, je crois, 5 ou 6 animateurs qui ne sont que sur ce pôle-là. Donc il y a vraiment un pôle éducation à l'environnement qui s'est développé. Et je pense qu'après, du coup, il y a une histoire aussi dans tout ça de personnes qui arrivent à travailler ensemble ou pas. Donc ça a bien collé entre notre animatrice et les animateurs des réserves. Et donc là, il y a vraiment voilà, un bon groupe qui s'est créé et donc ils prennent vraiment plaisir à travailler ensemble, à organiser des choses ensemble. Et donc là-dessus, ça fonctionne plutôt bien. On avait eu donc ce petit guide des porteurs de projets qui s'était fait, alors là plutôt issu de l'instance de coordination, où on avait réalisé que oui, chacun avait sa petite connaissance sur son espace et qu'il y avait besoin de tout lier. Et donc, on aurait aimé aller plus loin là-dessus. Je sais qu'il y a des exemples ailleurs de guichets uniques sur tout ce qui est projet. Voilà. Voilà. Malheureusement, il faut du temps pour développer ces choses-là, donc on n'y est pas encore. On a prévu qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous faire une petite présentation sur ce qui se fait ailleurs là-dessus. Parce que le Canigou reste vraiment un massif où il y a énormément de projets. On reçoit sans arrêt. Moi, par rapport aux autres sites où j'ai travaillé sur le massif du Madre ou sur le massif des Alberts, j'avais quelques projets dans l'année, mais c'était rien en fait. Sur le Canigou, on reçoit tout le temps. Les gens imaginent un tas de choses que jamais on se serait imaginé qu'ils allaient imaginer. Mais du coup, voilà, ça reste vraiment quelque chose qui prend beaucoup de temps et où là, je pense qu'on n'est pas efficace aujourd'hui à se renvoyer les gens. Tu dois aussi appeler l'ONF, tu dois aussi appeler la réserve, tu dois aussi appeler la DDTM. Donc là-dessus, il faut qu'on arrive à. Ce petit guide, il nous a permis, nous, entre partenaires, de mieux maîtriser les procédures des autres et de se trouver une petite organisation. Mais ça reste. Je pense qu'il faut qu'on arrive à aller plus loin là-dessus aussi. Et après, donc, on est en train de travailler sur des conventions de partenariat avec les réserves et avec l'ONF. Moi, j'ai toujours été un peu sceptique. Voilà, je me dis toujours, allez, c'est
mais ça permet en tout cas de se mettre autour d'une table, de clarifier, voilà, moi mes missions c'est ça, toi c'est ça, sur quoi on se rejoint. Au niveau des bases de données, par exemple, voilà, ça a permis là de se dire, eh ben, oui, on peut instaurer un cadre et se dire que les données elles doivent circuler dans les deux sens, parce que moi, je ne peux pas gérer un site Natura 2000 en fait si je n'ai pas les données de 3 grosses réserves qui couvrent 60% de mon site Natura 2000. Donc ça devrait permettre, voilà, c'est en cours, il y a des versions là à relire, on y a bien travaillé là sur la fin de l'année, donc ça devrait clarifier un peu les choses. Donc voilà, sur les petites choses qu'on a enclenchées. Après, effectivement, je me dis, il y a encore des pistes, enfin, arriver à se dire quand je vois ce qu'a présenté Julie, je me dis, il faut qu'on arrive à aller beaucoup plus loin sur... parce qu'il y a même des élus, là, les élus des réserves ne suivent que ce qui se fait en réserve. Ils ne viennent même pas dans les comités Natura 2000, parce que pour eux, c'est la réserve qui prime. Et ils m'ont même... Alors, j'en ai pas parlé beaucoup, mais sur la diapo où je présentais les partenaires, là, les réserves naturelles, elles ont des salariés embauchés par la Fédération des réserves et un gestionnaire local, en plus de l'État. Elles sont gérées par l'État et à chaque fois un gestionnaire local. Et là-dessus, c'est ça qui est très compliqué, c'est qu'en fonction de ce gestionnaire local, bah, ça se passe, il y en a 2 avec qui ça se passe très bien, et puis il y en a une où on a un gestionnaire, donc alors c'est les gens du village, hein, c'est les éleveurs, les chasseurs, qui se sont appropriés cet outil et qui en font, en fait, rien ne doit sortir de leur réserve. C'est leur territoire. Cette réserve-là, s'ils avaient pu, on supprimait tous les sentiers, personne ne doit y aller. Moi, ils m'ont demandé pourquoi tu veux avoir les données, tu n'as pas besoin d'avoir nos données, pourquoi tu veux venir faire des études chez nous. Donc, on me refuse de faire des études Natura 2000. Cette année, j'ai fait une étude papillon sur tout le massif, sauf sur une réserve parce qu'ils refusent que je mette les pieds chez eux. Je n'ai pas le droit d'utiliser les pistes, les accès aux pistes me sont refusés. On est quand même sur des territoires de montagne où on arrive à 2800 mètres, donc si on fait tout à pied, c'est pas gérable, on est obligé d'utiliser certaines pistes. Et enfin voilà, même à la fin, ils m'ont dit, mais le massif est assez grand, t'as pas autre chose à faire ailleurs Donc voilà, on a un gestionnaire de réserve avec qui c'est très compliqué. Donc là, j'ai commencé à le faire remonter au service de l'État, parce que je pense qu'à un moment donné, moi je veux bien que des locaux aient leur mot à dire, mais après, une structure qui est gérée entièrement par les locaux, elle ne défend que les intérêts des locaux, et c'est même plus un outil de protection de l'environnement. Là, c'est un outil ils utilisent ça pour être entre eux sur leur petit territoire et qu'il n'y ait personne. Ah mince, je suis en train de dénoncer. On a 2 retours d'expérience bien opposés. Hein. On voit que c'est compliqué. Après, c'est là qu'on se dit qu'il y a quand même une histoire de personnes derrière, parce qu'il y a 2 autres réserves avec qui ça fonctionne très très bien, qui sont une avec qui ça fonctionne très bien, où vraiment les échanges se font. Il y a eu une petite année de calage quand je suis arrivée, mais avec qui ça fonctionne. Une où ils ont pas vraiment le temps, ils jouent le jeu quand ils peuvent, mais pas tout le temps. Et une où j'ai vraiment 3 réserves où ça se passe très différemment sur les 3. Mais du coup, c'est là que je me dis qu'il y a quand même aussi une histoire de personnes et d'affinité entre techniciens et de politique, de gestionnaire au-dessus. L'humain rentre beaucoup en jeu, c'est ce que tu disais aussi, Julie, tout à l'heure, effectivement, en fonction des personnes. Et puis, Ophi, tu disais que ça fonctionnerait beaucoup plus difficilement. Je ne sais pas si tu étais déjà arrivée, Flora, ou pas, quand Julie a dit ça. Si le site Natura 2000 était bien plus grand par rapport justement à la réserve du Bagnas, etc., ce serait bien plus compliqué. Oui, alors nous, c'est quand même un petit peu le cas, parce que nous, il amène... Le site Natura 2000 emmène quand même une logique de massif. Alors, pas complètement. On a effectivement tout un bout qui serait très cohérent de raccrocher, qui n'y est pas, qui nous a posé souci pour les MAEC, parce qu'on a presque l'endroit où c'était le plus intéressant. On a même un site Natura 2000 où c'est des petits... Il y a une partie qui englobe les réserves, et après, c'est des petites patates pas collées les unes aux autres. Donc, je pense qu'il y a eu à l'époque des enjeux qu'on ne pouvait pas enlever, mais des communes qui étaient défavorables. Donc, effectivement, c'est l'incohérence des périmètres, des fois, complique un peu les choses aussi. Complique complètement, oui. On voit qu'effectivement... Et puis, différentes structures aussi. Hein, c'est vraiment, il y a le cas du Bagnas où c'est une structure qui s'occupe de plusieurs statuts, de plusieurs aires protégées. Oui, ça, c'est sûr que ça... Enfin, moi, pour l'avoir vécu à Noël, ça simplifie. Et une multitude de structures avec... Donc, on voit que c'est pas facile. C'est vraiment les deux tableaux à des extrêmes... Alors, je te coupe parce que du coup, il nous reste 10 petites minutes et que je me dis qu'il y a quand même peut-être justement des retours, des questions et des réactions par rapport à ta présentation, du coup, Flora. Oui, allez-y. Du coup, oui, la dernière diapo, c'était juste dans les pistes à ouvrir. Je sais pardon, qu'ailleurs, je pensais que les plans de gestion
Non, je crois qu'on mais bon, c'était avec des points d'interrogation partout. C'est des choses voilà, qui nous ont effleuré. Le plan de gestion commun, je l'avais abordé en 2018 à mon arrivée. Puis en fait, je suis arrivée trop tard parce que tous les plans de gestion étaient en cours de validation sur les réserves et puis les aménagements forestiers aussi. Je ne sais plus ce que j'avais. Il y avait les plans de gestion. Le bilan, moi, j'aimerais qu'on arrive un jour quand même à avoir un petit, même très synthétique, mais un bilan à l'échelle du massif, parce que je pense que pour les gens du territoire, ce serait beaucoup plus parlant que la réserve a fait ci, l'ONF a fait ça, et Canigou Grand Site a fait ça. Et après, je pense peut-être, voilà, si on n'a pas une structure qui coordonne tout, bah, peut-être par thématique, arriver à s'accorder sur plusieurs références, et, je ne sais pas. Voilà. Et après, on a aussi... on est quand même tous, que ce soit les réserves, l'ONF et nous, avec des petites galères de locaux. Et donc, plusieurs fois, on a évoqué l'idée d'avoir un pôle nature donc sur la ville principale au pied du massif et se dire, est-ce que si on avait des locaux communs, on arriverait peut-être aussi, en se croisant tous les jours, en se voyant, enfin voilà, avoir peut-être un pôle qui nous permettrait de se sentir un peu plus ensemble et d'échanger plus facilement sans qu'il y ait une réunion forcément d'organiser. Il y a une réflexion voilà, qui est en cours sur un local commun où voilà, ça arrangerait peut-être rien. Mais du coup, voilà, je pense qu'au niveau des instances, c'est des choses que je te rappellerai peut-être, Julie, effectivement, pour avoir quelques éléments. Mais... Oui, mais je pense qu'effectivement, le regroupement comment dire, le fait de se croiser plus souvent ou le fait de partager effectivement plus un quotidien, ben, on le voit même des fois entre collègues, hein, quand on n'est pas sur les mêmes secteurs ou autres, oui. ça facilite énormément les choses d'avoir un contact régulier et de pouvoir échanger sans avoir besoin de prendre le mail ou autre. Enfin, c'est sûr que. Et puis, il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup de statuts. Ça a vraiment l'air de ne pas être simple, mais et non, bon, c'est très intéressant, hein, mais... Oui, j'imagine. Mais non, c'est pas, voilà, c'est pas simple. Par rapport à mes précédents sites Natura 2000 qui n'avaient voilà, souvent juste une réserve au milieu, superposer réserve et Natura, c'était une chose. À partir du moment où on rajoute d'autres choses en plus, ça se comprend. Puis c'est la grandeur du territoire aussi. C'est vrai qu'on est sur un. Plus c'est grand, plus c'est le territoire est grand. Le fait que ce soit de la montagne, on est aussi, voilà, c'est des accès compliqués. Les différentes vallées. Une connaissance qui n'est pas aussi fine que sur des sites de plaine. Sur les suivis, je pense que ça en rajoute aussi, parce que c'est des choses qui sont. Quand je disais, on n'est pas au point sur la liste verte pour dire, nous, on a tel état zéro, ça se porte comme ci, ça évolue comme ça. Aujourd'hui, on est loin d'avoir. Moi, je suis arrivée sur le Canigou en me disant, c'est hyper connu, on doit tout savoir. Et en fait, pas du tout. On a une connaissance qui est qui n'est pas du tout complète, où il y a encore vraiment voilà, un état zéro vraiment à compléter et des protocoles à définir dans le temps. Et j'aimerais bien, voilà, là-dessus, que tout le monde en prenne conscience et qu'on arrive tous ensemble à construire quelque chose de cohérent pour la suite. Bon, ben, les conventions, c'est déjà, on va dire qu'il y a du positif. Après, c'est petit à petit sur des grands territoires comme ça, effectivement. Mais déjà, le fait que vous arriviez à conventionner sur au moins certains points, ça amorce effectivement une dynamique positive pour la suite. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que quelqu'un veut réagir? Julie? Ou m'apporter des conseils? Moi, ce que je pense, c'est que le facteur humain, il est primordial et qu'il y a des choses moi, il y a des choses sur lesquelles j'ai lutté pendant 10 ans en me disant, ça fait 8 ans, donc je suis en poste 2015, en me disant, mais ça, jamais, tu as impossibilité de le faire avancer, tu te prends des murs, ben voilà, machin n'arrive pas à parler, et puis, à un moment donné, les planètes, elles sont alignées sur un sujet, et c'est sûr que là, il ne faut pas rater le coche parce qu'elles peuvent se désaligner très vite. Voilà. Après, c'est sûr que la facilité qu'on a eue, c'est le fait que c'est le gestionnaire unique qui impulse la dynamique et c'est bien plus facile, puis voilà, pour connaître un peu aussi le contexte de la Fédé, c'est vraiment un contexte particulier aussi, hein, la Fédé des Pyrénées catalanes, la qui gère les 11 réserves. Mais voilà, tu peux avoir, c'est sûr, hein, je sais pas par quel bout le prendre, mais tu vois ce que tu dis sur les éducateurs nature, ben là, les gens s'entendent bien et ça débloque des choses. Je pense vraiment que le facteur humain est essentiel, est primordial. Oui. Mais
je ne raterai pas l'alignement des planètes s'il se présente. Oui, c'est ça. En tout cas, il ne faut pas le rater. En 2024, on te le souhaite du coup. Non, après, je pense qu'on est sur la non, bonne non, voie. c'est sûr, Je pense qu'il y a des années que personne n'avait trop mis son nez dans tout ça. Il y a un fonctionnement qui a été très longtemps sans que forcément les uns ou les autres voient l'intérêt de oui, travailler oui. ensemble. Et que là, aujourd'hui, on peut plus. Enfin, aujourd'hui, du coup, il y a quand même dites dans les dernières années. Alors voilà, c'est bien pris, c'est mal pris, ça a fait des petites. Mais je pense que ça fait son chemin et qu'à un moment donné, on ne peut Et c'est ça, c'est pas faire que, autrement que de enfin, travailler ensemble. honnêtement, Donc, hein, moi, la DREAL était quand même au début farouchement opposée à cette dynamique-là, hein, enfin, nous, hein, en disant c'est pas possible. Voilà, Et c'est j'avais pas possible. Voilà. Et puis, Et est-ce que, Julie, maintenant, tu penses que c'est plus facile justement au niveau des autorités de tutelle, comme vous avez un peu débroussaillé la chose? Enfin, je ne sais pas si vous étiez les premiers en région à vous lancer dans un document unique, en tout cas de manière aussi complète peut-être. Et est-ce que du coup, maintenant, mine de rien, comme on a vu que ça marchait à un endroit, tu penses qu'en région, ce serait plus facile pour d'autres sites de se lancer? ah ben, ça, enfin, j'en suis sûre parce je sais qu'on se raccroche souvent à notre cas, tu vois, en disant que ce soit l'agence de l'eau, la DREAL, bon, il y a aussi, enfin, mine de rien, moi, je pense vraiment aussi que quelqu'un comme Anne est très facilitante. Enfin, d'un point de vue État, la chargée de mission air protégée de la DREAL a aujourd'hui une posture qui est, c'est pas avec elle, hein, donc on a fait toute cette démarche-là, on l'a fait avant. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a, en tout cas d'un point de vue institutionnel, c'est peut-être moins facilitant aujourd'hui de l'agence de l'eau, par exemple. Enfin, tu vois, en fait, il y a des contextes. Moi, quand j'ai porté cette démarche-là, c'était très facilitant au niveau de l'agence de l'eau. J'ai eu un gros soutien technique et humain et qui nous a aidés. Ça l'était moins au niveau de la DREAL, par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, alors vous, l'agence de l'eau, ça vous concerne moins dans votre territoire, mais au niveau, par exemple, de la DREAL, je pense que tu peux trouver un allié aujourd'hui dans la DREAL, au niveau de la chargée de mission, dans sa manière de construire les choses. Elle va être, je pense, très ouverte sur la discussion et t'aider à trouver les bons leviers pour avancer, par exemple. Voilà. Après, le contexte de la Fédé, voilà, moi je connais un peu la Fédé, voilà, effectivement, je ne sais pas aujourd'hui peut-être le facteur le plus facilitant, mais je pense que il faut arriver à trouver, c'est à la fois une grosse porte de frappe, la Fédé, hein. Enfin, c'est une énorme boutique qui a beaucoup. Il faut que tu trouves le bon angle qui va faire que la Fédé devienne facilitante et pas opposante, en fait. Voilà, presque avec la Fédé, ça se passe plutôt bien. C'est presque après ces les structures gestionnaires locaux de réserve qui ajoutent. Mais effectivement, dans ce que tu disais, je pense que les services de l'État. En tout cas, je pense que là, tu as un bon coup à jouer avec les services de l'État, ce qui était. Là, ils ont commencé à se rendre compte. Au niveau financement, ils ont commencé à s'en rendre compte que des fois, ah mais attendez, vous nous demandez un financement pour ça, mais les réserves, elles nous ont demandé un financement pour ça, c'est pas la même chose. Donc là, il y a, à un moment donné, ça peut pas ne pas se voir, ce manque de travail ensemble. Et après la région, tu vois, va falloir voir. Il y a, tu vois, il y a la nouvelle interlocutrice. Enfin, oui, non, mais c'est territorial. Nous, notre. Attends, ah non, pardon, je me mélange avec la. Non, oui, il faut aussi voir les nouveaux. Mais moi, je pense qu'entre l'Adréal et là, la région, qui en plus, la responsable région vient de l'Adréal, Nathalie Lamont. Oui, bah là, on a commencé. Peut-être qu'il y a, elle a commencé en interne avec ces deux institutions, en sachant comment essayer localement d'amener le sujet pour essayer de. Peut-être que toi, au contraire, voilà, le sujet vient plutôt, tu as peut-être une planète alignée au niveau institution, à essayer de le creuser un peu pour voir comment essayer de débloquer un peu de situation surtout que je sur le reprends terrain. ce que tu dis, Julie, mais effectivement, toi, tu as cité le plan d'action national à air protégé dans lequel il y avait une action là-dessus. Il y a aussi une action affichée dans le plan d'action régional et j'en sais rien, mais si du coup, le gros manque que tu identifies, Flora, c'est un problème de temps de travail et qu'il vous faudra un ETP pour coordonner tout ça, il y a du fonds vert, c'est inscrit dans le plan d'action régional, ce côté uniformisation, enfin pas uniformisation, mais coordination quand il y a des statuts de protection qui se superposent. Donc ça peut peut-être aussi, enfin effectivement, en tout cas, je pense que tu auras dans tous les cas le soutien de la région et de l'Adréal sur ce genre de... Et ça, c'est sûr. Enfin, en tout cas, nous, ce qu'on a fait, moi, sans un ETP dédié,
même si, voilà, les sujets de gouvernance, ils étaient incarnés par moi, évidemment. Un CDD, c'était une jeune sortie d'école. Mais mais voilà, il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Mais moi, j'aurais jamais réussi à faire tout ce qu'on a fait si D'accord, oui. Comme j'ai un raté le début de la dédié, hein. présentation, il y a eu un ETP dédié à ce document unique. Bah Enfin, au sein- après, D'accord. jamais notre document de gestion aurait eu la même qualité si on Oui. avait pas. Donc, évidemment, à un moment donné, le nerf de la guerre, c'est aussi de trouver des financements. Et ça, Ah oui, parce qu'en interne, la sinon, c'est une Conséco a charge de été travail qui est. aidante. Mais sur le coup, l'Adréal a réagi en disant non, mais enfin, ils ont très mal pris au début, l'Adréal que j'ai trouvé ces fonds-là. Parce qu'ils me disent, ben, on finance un conservateur. Enfin, en gros, c'était non, mais le conservateur va chercher de l'argent ailleurs alors qu'on donne une dotation énorme pour qu'il fasse ce travail-là. Enfin, tu vois, ces sujets d'appropriation, c'est mon prérequis. Il y a un côté humain réactionnel que tout le monde a à différents niveaux. Oui, Et moi, ça je, a mis un moi, peu de temps pour que j'explique à l'Adrien en disant non, mais en fait, on va pouvoir faire plus, mieux, de manière plus enfin, ça ne veut pas dire que moi je fais autre chose, je fais pas mon boulot, mais c'est complémentaire. Mais c'est vrai que il y a la posture, elle est. C'est pour ça que je dis que le facteur humain, il est primordial parce que bah, ben, selon c'est la bien que personne je que tu vous as en entende. face, le sujet il va passer ou pas. Voilà. Et puis quand même, il y a un sujet de temps, parce que tu vois, même si l'Adréal initialement n'était pas très favorable, et ben au final, c'est quand même, ben, nous on est avant tout quand même, enfin le statut réserve, c'est le statut dominant chez nous, hein. Donc on n'aurait rien pu faire si l'Adréal ne soutenait pas. Oui, oui. Bah, c'est bien de vous entendre le dire parce qu'effectivement, naturellement, je me serais dit, enfin voilà, effectivement, il y a des conservateurs, il y a des chargés de mission Natura 2000, etc. Ils vont pas nous payer un poste de coordination parce qu'on leur dit, on n'arrive pas à s'organiser entre nous, quoi. Oui, Mais alors moi, c'était pas un poste effectivement, de ça peut, coordination, et en ça a même été temps, un on peut poste aussi avoir pour le faire le point de vue de se contexte. dire, bah si, il faut un coordonnateur, sinon ça peut pas fonctionner, toutes ces équipes. Je vous coupe parce on a explosé le temps. Il est 10h30 passé. Je vois qu'il y a un certain nombre de gestionnaires qui se déconnectent en disant que ça a été hyper intéressant, qu'ils se sentent un peu moins seuls sur leur territoire, qu'on voit vraiment les différences entre les territoires, que c'est pas toujours facile, qu'il y a encore du boulot. Oui. Flora, peut-être, je t'encourage à reprendre contact avec Julie a posteriori Oui, pour en discuter éventuellement, puis on reviendra vers toi aussi du coup avec Sophie par rapport à éventuellement réfléchir, Sophie, par rapport à ces histoires de fonds verts, de regarder, de documents uniques oui, oui. dans le PAT. Euh, merci à toutes les deux pour vos présentations. Merci pour les échanges qui étaient très intéressants. On va se retrouver maintenant en 2024. Le prochain café, on ne connaît pas. On est en train de finaliser le programme, mais du coup, on jongle un peu entre les intervenants, les sujets. Donc, le prochain, c'est le 29 janvier, mais sur quoi et avec qui, pour l'instant, on ne sait pas encore. Donc, c'est la surprise en début d'année. Flora, tu peux retrouver la présentation de Julie. Du coup, elle sera sur le replay sur le site YouTube assez prochainement. Allez, super. Et Oui, donc, mais, je vous souhaite d'excellentes fêtes à tous et puis des planètes alignées pour 2024. Merci beaucoup à vous pour l'organisation Voilà, de ça. et à très bientôt. ouais, merci Julie. Excellente fin de Merci. journée à tous. Bonne Sophie, à semaine. Merci. bientôt. À toutes Bonne et journée. tous, je vais dire, parce que depuis, il y Au avait revoir. quand même hein. Au revoir. Au Bonne fin revoir. Au d'année et revoir. bonne fête à tout le monde. Merci.